On voudrait trouver une solution au marasme dans lequel nous vivons, mais avec les vieux moyens du vieux monde. Si on veut faire autrement, bien, il faut qu'on commence à penser autrement. Oui. Mais tout le monde a peur et on meurt de peur et d'épuisement. En 1994 est sorti le livre « La mafia médicale », un livre qui a fait trembler le Québec. Peut-être est-ce même grâce à ce livre que vous n'êtes pas vacciné ou que vous avez choisi de ne pas injecter vos enfants. Il a été écrit par Ghislaine Langto, qui se fait maintenant appeler Guy, ou plutôt même DS Guy. Et pour souligner les 30 ans de ce livre, elle est venue me parler à mon balado aujourd'hui. On avait tellement de choses à dire. C'est une femme d'une intégrité absolument remarquable qui a vraiment le courage de ses convictions. Elle a même fait 2 mois de prison. On a discuté de tout ça ensemble. Guy ou Ghislaine Langto? Ni l'un ni l'autre. Non? Guy. Ni un ni l'autre. DS Guy. DS Guy? Oui, écoute... Okay. Il faut respecter qui on est. C'est magnifique. Alors, Dies, c'est l'union du ciel et de la terre. Hein? On a collé un bon Dieu, un faux bon Dieu au ciel, et puis la mère terre, et puis nous, on se ramasse les enfants en garde partagée entre les deux. Alors, non, c'est fini le divorce. Alors, l'union de Dieu et de déesse, ça fait Dies. Alors, et donc, Dies, je me disais, c'est qui je suis. Hein? Guy, c'est ça, là, c'est le véhicule dans lequel je suis venue me promener sur la terre. Mais Dies, c'est qui je suis. Puis j'ai essayé de négocier avec mon âme, puis dire, je vais m'appeler Guy Dies, le nom de famille. Ça n'a pas passé. L'être avant l'avoir. Alors, Dies, Guy. Tu te prends pour qui, toi? C'est vraiment le fun. On est tout ça. Ouais. Tout est ça. OK, là, tu m'as demandé de te tutoyer. Je veux juste le dire. Ça se peut qu'il y ait des vous qui glissent une fois de temps en temps, mais je vais essayer de te tutoyer. C'est quand même plusieurs années de conditionnement, vous voyez. Je t'ai fait chicaner beaucoup quand j'étais petite si je ne voyais pas les personnes âgées. Mais tu es toute jeune. En plus, tu m'as dit que tu rajeunissais. Fait que tu es toute jeune. Ça se trouve que tu es plus jeune que moi. Écoute, on est ici pour une occasion spéciale. 30 ans de la mafia médicale. Je vais montrer la mafia médicale. Comme je t'ai dit quand je t'ai vu tantôt, c'est grâce à toi que j'ai pas tous mes vaccins. Et donc, le 2 novembre à Québec, il y a une conférence et ensuite un 5 à 7. Donc, la conférence est à 13h. 5 à 7 est bien entendu 5 à 7. Et je vais mettre le lien là, dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent participer. Je te laisse annoncer l'événement. Alors, c'est un événement où on profite du 30e anniversaire de la sortie de la mafia médicale. La mafia médicale, c'était tellement gros à ce moment, il faut reculer il y a 30 ans. On va en parler. C'était tellement gros que ce qui a été retenu, c'était le côté mafia, le scandale de la mafia, de penser, de remettre en question le système. Mais il y avait une solution. Et la solution, c'était la souveraineté individuelle, de reprendre, de se souvenir de qui on est, de reprendre notre pouvoir et de l'exercer. Et pas en termes de pouvoir de se battre, non, qui on est, de se souvenir de qui on est. On est l'autorité suprême. Le mot souveraineté veut dire autorité suprême. Alors donc, j'ai dit, attends, on va profiter du 30e anniversaire de la mafia médicale pour lancer la deuxième partie, la solution dont on a un besoin inouï en ce moment et qui est la seule. Il n'y en a pas d'autre solution. Il n'y en a pas. On est encore à patauger dans le politique, avec un petit côté spirituel entièrement récupéré. On a fait avec les moutons des moutons jaunes, alors spiritualisés, des moutons spiritualisés. Alors c'est récupéré. Au fur et à mesure qu'il y a quelque chose qui pourrait être ça, c'est récupéré. Non, c'est fini. On se lance et j'invite toutes les personnes, parce que ça a vibré, les personnes ont beaucoup vibré au Québec sur la souveraineté, mais la souveraineté du Québec.
Mais là, on Et parle pas de l'indépendance là, du Québec. C'est pareil, souveraineté, indépendance. Mais dans le sens, on parle pas mais de c'était du Québec, l'indépendance, c'est ça. C'est de Ah ça. non, mais moi, je parle de souveraineté des Québécoises et des Québécois. La souveraineté individuelle. Les pays, c'est des corporations. Ouais. Ça peut pas être souverain, c'est impossible. Ouais. Oui, fait qu'on peut parler de la souveraineté du Québec, puis de la peur des gens. Oui. Alors, les gens ont beaucoup vibré. À mon époque, si je peux ainsi dire. Donc, on parle des années 60, mais 70, avec le René Lévesque de l'époque, qui avait fait le premier référendum en 80, et ensuite le deuxième référendum en 95, qui était à 50-50. Ce qu'ils disent. Oui, on n'a même pas regardé ce qu'il y avait en dessous. Hein? Ouais. OK, en gros, c'était 50-50. Mais, et après, il y a eu une déception énorme. Et il ne fallait pas que ça passe. Alors, c'est important. C'est important. Il ne fallait pas que ça se fasse parce que c'était une fausse souveraineté. La souveraineté des pays, des provinces, c'est faux. On l'a vu, tous les pays qui ont récupéré leur souveraineté, leur indépendance, c'est complètement récupéré entièrement. C'est la guerre. Ils sont tous récupérés entièrement par le nouvel ordre mondial. Alors qu'il y a une solution. C'est la souveraineté des individus. Et donc, c'est une démarche individuelle. Mais la déception était tellement grande avec le référendum de 95. C'est pour ça que j'invite tous ces gens-là à retrouver cette flamme. C'est une flamme, la flamme de la francophonie, là, c'est l'âme francophone. Hein? C'est une flamme de révolutionnaire. Hein? C'est une flamme révolutionnaire. On porte ça. On l'a, c'est ça. Et on l'a perdu en cours de route. Ça s'est éteint, ça s'est étiolé. Ça a été étouffé aussi beaucoup. Oh, quand je dis ça s'est éteint, on a vu à ce que ça s'éteint. C'est ça, oui. On s'est laissé, mais on s'est laissé faire. Oui. Alors que c'est nous qui avons le pouvoir en tant qu'individus. Alors, c'est le moment de raviver notre flamme de l'âme. Hein? Cette flamme est dans l'âme. C'est la flamme de l'âme, de qui on est réellement. Wow! C'est l'appel que vous faites tous aujourd'hui pour le 2 novembre. Finalement, on est sur la solution, puis on n'est pas sur le problème. Alors, exactement. Je dis, écoute, on en a parlé, là, du problème. Hein? On a fait le tour. On a fait le tour. On va s'occuper maintenant de la solution. Hein, c'est important. C'est la solution et c'est la seule. C'est important aussi de prendre conscience qu'on voudrait trouver une solution au marasme dans lequel nous vivons, mais avec les vieux moyens du vieux monde. Non. C'est important, on est en train de passer d'une vieille espèce mortifère, en décadence, à une nouvelle espèce de l'humanité. Alors, il faut, si on veut faire autrement, bien, il faut qu'on commence à penser autrement et arrêter de transposer nos vieilles solutions, les appliquer à demain. Non. Alors, c'est Einstein qui a dit que ça prend un fou pour faire la même chose 2 fois puis s'attendre à un résultat différent. Oui, absolument, exactement. C'est tout à fait ça. Alors, c'est d'abandonner ce vieux monde, de laisser aller. Et c'est confortable. C'est pas le fun. Mais... il y a un confort dans l'inconfort ou un inconfort dans le confort. Ouais. C'est cela, mais c'est connu. On connaît ça. Et de se lancer dans l'inconnu, que ça fait peur. Oui. Oh, on n'a plus besoin d'avoir peur. On n'a plus besoin d'avoir peur, c'est important. On sait d'où vient la peur. La peur vient directement de la séparation. Ah oui? Oui, notre séparation de moi avec moi-même. Je pense qu'il y a un plus grand que moi, donc autorité est à l'extérieur. Et moi, obéissant, je suis là. Qu'est-ce qui arrive? La guerre perpétuelle entre autorité qui veut maintenir son autorité
et obéissance qui veut maintenir sa liberté. Mhm. Ah, et tout le monde a peur. Encore plus autorité que nous, mais tout le monde a peur et on meurt de peur et d'épuisement. Bon, d'où vient la peur? D'où vient, pardon, la séparation? C'est on pense qu'il y a un plus grand que nous à l'extérieur. Or, l'autorité suprême, qui s'appelle la souveraineté, c'est à l'intérieur de l'individu. C'est ce qu'on appelle notre âme, qu'on peut appeler l'esprit. Hein? Il y a un seul esprit. On nous a dit que le seul esprit créateur, tout-puissant, qui était en haut. Dans le ciel. Oh oui, qu'il fallait mourir pour le connaître. Ah, regardons ça. Non, on est immortel. Nous sommes cet esprit créateur. Ça peut sembler choquant pour certaines personnes, les religions, entre autres, les spiritualités. N'aiment pas ça, les gouvernements encore moins. T'as dû te faire traiter de gourou une couple de fois dans ta vie? Ah, je me suis fait traiter... Gourou, c'est gentil. C'est gentil. Je me suis fait traiter de tout. De tous les noms. Et ça... Quand on dit ça passe comme l'eau sur le dos d'un canard, Ouais. moi, Tu t'es transformé en canard dans ta vie. je me suis même pas transformée, ça m'a jamais dérangé. Wow, la jamais. critique, non, la critique ne me touche pas. Radio-Canada fait des belles émissions pour moi. Qui était positive. Non, non, OK, un peu complètement négatif. OK, pour te toujours, détruire. toujours, OK. toujours, depuis la sortie de la mafia médicale. Avant, non, Ça j'étais dérangeait. dans le système, j'étais bien reconnue. Oui, j'avais- oui. Tu marchais Oh. d'un rang, ça allait bien. Ah, ça allait bien, Ouais. puis j'avais une bonne réputation, puis bon, ça... Non, non, mais quand j'ai sorti la mafia médicale, quand j'ai commencé... Ah, c'est intéressant. Quand j'ai commencé à parler des vaccins, C'était en quelle année, tu dirais? et T'en juste rappelles-tu? un an ou deux avant, OK. il y avait une campagne vaccinale pour le Québec, puis pas pour l'Ontario. Ah. Moi, je me suis dit, attends, les microbes ont appris à lire. Appris à lire, quand c'est écrit Ontario, On traverse pas. on ne traverse pas. Là, moi, le bon sens, c'est mon seul outil. Ouais. OK? Ça, là, ça n'a pas de bon sens. Et c'est là où j'avais écrit des jeunes lettres que j'avais envoyées dans le média pour dire, écoutez, ce serait peut-être temps qu'on se pose des questions. Et en tant que médecin, je dis, mais ça n'enlève pas le bon sens. Et là, le collège m'a envoyé une lettre là, pour dire, c'est pas gentil, là, ça c'est pas Mise en correct, là. garde. Oui, oui, il ne faut pas faire ça. Et puis après, est arrivé, puis je ne raconterai pas tout ça parce que c'est le 2 novembre, on va faire une rétrospective de tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais sont arrivées des émissions très, très intéressantes. Fait qu'on était déjà à l'époque, tu étais dans le character assassination. Il y avait pour mission de te faire mal paraître. On tue le messager, finalement. Ça a été avec la mafia médicale. Ouais, OK, Ah, ben c'est ça. J'aimerais ça qu'on se remette en contexte. Moi, c'est sûr, j'étais jeune quand ça a sorti, mais je me souviens indirectement l'impact que ça a eu dans ma vie parce que mes parents l'ont lu, puis parce qu'à ce moment-là, on a arrêté de me vacciner. Puis tu sais, on était dans le processus, je sais plus c'est quelle hépatite, que c'est en 3 doses, là. Puis, Oui. mettons, j'avais eu la première puis la deuxième dose, puis là, comme la dernière dose, ma mère a dit, tu diras que je veux pas. Je pense qu'elle m'avait signé un mot. Puis je me souviens juste le jugement, le mépris de mes profs quand ils ont compris que j'allais pas me faire vacciner. Ah ouais? Puis tu sais, j'étais jeune, j'avais 9 ans, mais 10 ans peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je me souviens vraiment, j'étais comme, mais voyons, qu'est-ce que ça fait? Puis là, j'étais la seule, puis là, j'étais comme ostracisée. Puis c'était vraiment bizarre, là. Je venais de tomber dans une sous-caste d'humains, de ceux qui refusent de se faire... Oui. élever l'âme avec une injection une injection de Big Pharma. Mais donc, je me souviens l'impact que ça a eu. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont lu, mais j'aimerais ça que tu nous remettes en contexte pour ceux... ça fait quand même 30 ans. Là. Premièrement, j'avoue être étonnée qu'il y ait eu un aussi fort retentissement. Veux-tu nous parler un peu comment ça s'est passé quand tu l'as écrit puis quand tu l'as sorti? Alors, d'abord, pourquoi je l'ai écrit? Je rentrais de 6 ans aux États-Unis. J'avais ouvert des cliniques aux États-Unis. Ah ouais. Et aux États-Unis, il n'y a pas de... c'est ouvert. It's a business, OK? Et j'allais voir un médecin pour lui dire que je faisais quelque chose de différent, etc. Puis
What's in it for me? What's in it for me? J'ai fait semblant que je n'ai pas entendu la question. OK. Alors, j'ai dit, bien, ça va être pour le bien de la santé des gens, sur le plan esthétique aussi également, beaucoup moins de chirurgie, etc., etc. What's in it for me? Oui, il n'y avait pas d'intérêt. Ah, oui. Bon, alors, c'était clair. Donc, quand je suis rentrée des États-Unis, j'avais compris le système jusqu'en haut, le dernier en haut, qui est le niveau mondial. Parce que c'est important, c'est au niveau mondial que ça se décide. Et donc, je me suis dit, je vais écrire un livre pour que les gens sachent comment ça fonctionne. Comment fonctionne le système. Et il y a 5 joueurs. C'est pas compliqué, il y a 5 joueurs dans le système. Et de là, je me suis dit, bon, il faut que j'écrive ce livre-là, parce que moi, ça m'a mis 25 ans, médecin. Également aussi, j'avais ouvert des cliniques dans le côté business du système médical. M'a mis 25 ans pour comprendre. Alors, déjà puis impressionnant que tu aies réussi. Oui, avec ouverture d'esprit. Oui, c'est ça. Hein? Je me posais des questions. Bon. C'est ça. Et donc, j'ai dit, les gens ne pourront jamais comprendre. Alors, c'est là que je me suis dit, il faut que j'écrive un livre. J'ai écrit le livre. Je suis rentrée ici, j'ai fermé les cliniques ici. J'ai écrit le livre. Tu as fermé tes cliniques? Ah oui. Okay. Non, moi, je savais qui j'avais affaire. Je n'ai pas été prise par surprise. Ah oui, OK. Je savais jusqu'en haut. Et j'étais sûre... Qu'est-ce que tu as pris par surprise? Qu'est-ce qui aurait pu arriver? Me faire tuer. J'étais sûre que j'allais me faire tuer. Ah oui, sérieuse? J'ai mis ma maison au nom de ma sœur. OK. Tu étais très consciente que tu t'attaquais à des criminels. Oui. Je savais très, très bien. Et je savais que, évidemment, je perdrais mon titre de médecin. Que tu renonçais à tout ça. Ah oui. Et à tout. C'était clair. Mais encore là, les gens me disent, t'es courageuse. Je suis pas courageuse. Ça poussait tellement fort. Et c'est ça, l'âme. L'âme, elle nous dit quoi faire. C'est tellement facile, il n'y a qu'à l'écouter. Et ça poussait tellement fort que je n'avais même pas le choix. C'était ça. Et puis, en étant sûre que j'allais me faire tuer. Wow. Et c'est tout. Et c'était parfait. Il fallait que ça sorte. Et je pensais que peut-être que mes meilleurs amis m'en achèteraient peut-être un, puis encore, je vais leur donner pour être sûre. Hein? Je m'attendais à peut-être 20. OK, fait t'en avais pas imprimé assez? Ou... Non. Et il y a 2 personnes qui ont été vraiment très, très importantes, très influentes à ce moment. La Grâce, je vais d'abord l'appeler par son nom, c'est la Grâce. Il faut pas oublier. Et quand je dis on relance, en ce moment, on relance la souveraineté individuelle, c'est la Grâce. C'est la Grâce et c'est la Grâce qui l'a faite avec la mafia médicale et c'est la Grâce qui va la repartir. C'est important. On pense toujours, on oublie l'intervention de la Grâce. Comment s'est-elle manifestée l'intervention de la Grâce? De 2 façons. Il y avait à ce moment-là, Sophie Thibault était reporter à TVA et elle avait pris cette cause vaccinale en main avec 3 émissions très particulières de 2 minutes, 3 jours de suite, sur le 6 heures, à 6 heures, puis le 18 heures, puis le grand journal. Là, oui, aux deux informations importantes, avec des bébés tout croches, tout tordus. Et elle avait fait un très beau travail informé. On parle bien de Sophie Thibault. On parle de Sophie. De la même qui est encore à TVA, qui est Provax, puis tout. Là. Bien, je dois reconnaître le travail et la qualité et le courage qu'elle a eu à ce moment-là de faire ça envers et contre tous. Et je lui disais, Sophie, ça passera jamais. Et elle a dit, oui, je vais convaincre mes patrons de TVA. Elle a fait un très gros boulot. Elle a été très importante. Un acteur important dans la popularisation du livre. Et avant ça même. Les émissions sont passées fin septembre et le livre est sorti le 2 novembre. Ah, wow, okay. Alors non, elle avait déjà fait ça. Wow. Et je lui ai dit, après ça, j'ai dit, Sophie, je sors un livre, Mafia médicale 2 novembre. Elle me dit,
Ben écoute, si tu me donnes 24 heures d'exclusivité, je le passe aux nouvelles. Tabarouette. Oui, c'est passé aux nouvelles de 18 ans. C'est comme improbable. Mais ce que je vous dis, c'est un miracle. C'est ça le miracle. Et c'est des choses comme ça. Et je reste avec une très grande gratitude envers je comprends. Sophie. Ça a été très important. Il y avait aussi à cette époque-là la revue Vie et Lumière. Vie et Lumière qui avait fait une interview, je pense, l'année précédente, et puis, mais qui m'ont dit, écoute, est-ce que tu accepterais de faire la page couverture de notre revue ce mois-ci? J'ai dit oui. Et ça, c'est Annie Laforêt. C'est important. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens il y a des gens qui jouent des rôles importants dans la vie. Et donc, Annie Laforêt a été également très importante. La page couverture, toute une interview. Et plus que ça, elle a mis tout son système de marketing au service. Elle a dit, mais si tu n'as pas d'objection, on va l'envoyer partout. Partout. Tout a été fait. Tout a été fait. Donc, elle y croyait en ton livre. Ben oui. Ça l'avait impacté. Elle voulait collaborer. Absolument. Et ce sont des personnes qui ont été extrêmement importantes. Et c'est ça que j'appelle la grâce. Oui, je comprends. Il y a comme quelque chose, si on veut l'expliquer pragmatiquement, qu'on n'y arrive pas. C'est juste incroyable que ça. C'était impensable. Je te dis, là, me disait, si j'en vends 20, ça va être beau. Je comprends. Ça a sorti. Puis là, c'est devenu une boule de neige, en fait. Boule de neige, et là, évidemment, les autorités ont réagi. Ouais. Ils ont mis du temps parce qu'ils ne l'avaient pas vu venir. Probablement, mais moi, je te raconte des petites histoires, là. C'est super intéressant. Moi, je savais que ça réagirait très fort. Et donc, j'ai dit à personne. Je disais que j'écrivais un livre. Mais j'ai dit à personne quel livre. Et je transportais même ma valise avec moi partout où j'allais avec mon livre, parce que je me disais, si je me le fais voler, je vais me faire voler l'idée, ou je ne sais pas quoi, ou ça va être dévié. Ah non, je les connais. Je savais à qui j'avais affaire. Alors, ça a été une surprise. Bon, ça a été comme ça. En plus de ça, j'étais tellement sûre que j'allais être tuée que aussitôt que le livre est sorti de l'imprimerie, je suis allée en chercher 3000 à peu près. Okay. Tout de suite que j'ai apporté à la maison, les boîtes étaient faites. Okay. J'en avais envoyé 1200 en France, 1200 ici, gratuits. Ah ouais. Oui, à 6 endroits différents. Donc 200 à 6 endroits différents, en disant, vous les donnez, vous les vendez. Si vous avez envie, vous m'envoyez une ristourne. Sinon, c'est parfait. Il faut que ça sorte parce que j'étais sûre que j'allais être tuée ou bien que le livre soit interdit. Donc, il fallait que ça continue. Il fallait que ça soit diffusé. Et c'était pas arrêtable, c'était parti. Il y en avait partout. Il n'y avait rien d'autre à l'époque qui dénonçait, comme tu dénonçais dans la francophonie. Dirais-tu qu'il y avait d'autres livres? Du moins au Québec. Oui, écoute, les vaccins en France, ça fait des années. Qui en parle? Simone je ne sais pas si c'est Simone, mais Delarue, là, en tout cas, mari et femme. Il y avait, oui, une association. Il y a eu des voix qui se sont levées quand même. Et il y a eu ici un médecin qui était médecin puis qui est devenu chiro. J'oublie, son nom m'échappe, mais le père qui a fait partie d'une association ici. Mais c'est très fort, le lobbying anti-vaccinal est extrêmement puissant partout. Ouais. Et ce qui fait que l'emprise, aussitôt qu'il y a quelque chose, poum! On le tasse. On le tasse. Et c'est pour ça que je savais très bien Mais t'es encore en vie? Ils t'ont pas tué? Alors? Y a-t-il une histoire pour ça aussi? Je vais te donner un autre secret. C'est plus un secret, mais si tu le dis, j'aime mieux t'avertir. Non, je suis la première. Non, je ne suis pas surprise. Je vais te dire pourquoi. Une fois, j'étais à un atelier. J'ai fait pas mal d'ateliers de croissance personnelle. N'oublie pas, j'étais un docteur. Là, moi, je ne connaissais rien d'énergie puis tout ça. Là, okay? Oh oui, c'est ça. Alors, je suis allée à un atelier. Et puis, on nous a fait faire, la personne qui faisait l'atelier nous a dit, bon, là, vous avez fait un exercice et vous allez voir quelqu'un qui rentre par la porte
et puis qui vient vous livrer un message. Bon, parfait, je me prête à l'exercice. Et qui rentre par la porte? La mort. Habillée tout en noir, avec sa fauche sur l'épaule. La grande faucheuse. Et elle est venue s'asseoir, je m'en souviens encore, je la vois encore. Elle est venue s'asseoir à ma droite. Et elle m'a dit, je te toucherai jamais, sauf le jour où tu tombes dans ton ego, t'es faite immédiatement. Wow. Voilà. Alors, Tu as réussi, tu as écouté le conseil. Ah oui. Puis je savais. Des fois, en écrivant Mafia médicale, j'effaçais. T'étais à l'écoute de ça tout au long. Tout du long. C'est pas l'ego. C'est clairement pas l'ego qui parle quand on lit ton livre, là. Non, puis quand des fois, ça me tentait, tu sais. Oui, il y a un petit mordant qui embarque, là. J'effaçais tout de suite et, Wow. je revenais. Et j'étais là pour informer, pour dire comment ça marche Ouais. et dire aux gens surtout le vrai pouvoir, il est là. Ouais. Écoutez-vous. Écoutez-moi pas. Écoutez pas votre docteur parce qu'on est à la même école et on n'a rien appris de ça. C'est ça. OK? C'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il est ignorant. Ouais. Et puis, écoutez-vous parce que c'est vous qui avez la vérité à l'intérieur. Dans ton livre, tu parles d'entrée de gamme, là, tu décris bien les rouages de la... Bon, on parle de la mafia médicale, c'est comme ça que tu l'appelles, mais tu parles de l'OMS, tu parles du gouvernement mondial. Ça me frappe à quel point tu aurais pu écrire le livre hier. Là, c'est encore tellement comme ça que ça fonctionne. Oui. Ça m'impressionne à quel point tu avais perçu les rouages de ce système de contrôle-là à un moment où il me semble que ça ne devait pas être si discuté comme ça l'est, mettons, en ce moment. Dirais-tu que c'est parce que tu as travaillé dans ce domaine-là que tu as pu vraiment percevoir à quel point... Comment tu as fait pour comprendre avant tout le monde que c'était à ce point corrompu? D'abord, je vais te livrer un autre secret. Je suis venue au monde avec un conflit d'autorité. Ah, c'est drôle, moi aussi. Ça vient avec, d'habitude. En tout cas, je suis venue au monde avec un conflit d'autorité qui fait que j'ai toujours cherché l'autorité suprême. C'est comme ça que je suis arrivée à trouver l'autorité suprême. Et donc, j'ai été élevée chez des religieuses à 6 ans, au couvent, grande pensionnaire. On sortait à Noël, à Pâques, à la fin de l'année. Comme Harry Potter. Oui, c'était quelque chose. Et donc, et je me souviens, c'était on se mesurait, et puis la religieuse me disait « Baissez les yeux, insolente ». Wow. Puis c'était laquelle des deux qui va tenir le coup? Ah, wow! Alors, j'aurais été vraiment en conflit, moi aussi. Alors, j'ai été élevée là-dedans. Et puis, à 12 ans, j'ai appris. À 2 ans, j'ai compris qu'il y avait un prix à payer pour être différente et que j'ai accepté de payer ce prix-là. Je viens seulement, tout récemment, de prendre conscience qu'on peut être différente sans payer de prix. Oui, c'est important et je le partage. Je viens d'en prendre conscience que c'était une croyance. Ouais. Hein? On a des croyances et c'est ça qui nous... Tu l'as projeté puis manifesté dans ta vie. Projeté et manifesté. Et donc, j'avais accepté ça, que j'étais prête à payer le prix, quel qu'il soit, mais on n'a plus besoin de ça. Quitte à mourir, tu étais prête à mourir. Là, moi, j'étais prête à mourir. Là. Non, c'était ça. Moi, mais tu penses maintenant qu'avec avec l'évolution de ta pensée puis de la croyance, finalement, c'était une introjection qui t'appartenait pas puis que c'est pas vrai, c'était un mensonge. C'était une croyance. Une croyance, c'est toujours un mensonge. Une croyance, c'est toujours un mensonge. C'est mental. C'est mental et menteur, par définition. Alors, c'est toujours un mensonge. Et donc, je viens de prendre conscience qu'on n'a plus besoin, mais c'est ça aussi la souveraineté. La souveraineté, c'est une autre conscience. C'est tout puissant. C'est tout puissant. Et ça n'a pas besoin de craindre quoi que ce soit. C'est très puissant, ça s'impose. Alors, un autre secret. Dans les grandes révélations. Dans les petites anecdotes, je sais que comme on n'a pas, j'ai pas de tableau, non, c'est ça. Alors, on y va dans les petites anecdotes. Oui. Moi, je jouais au hockey parce que j'habitais Belleuil, je viens de Belleuil.
Et il y avait une patinoire, on se faisait une patinoire, alors on entretenait. J'entretenais la patinoire, des seaux d'eau, on faisait un trou dans la glace, on sortait l'eau au seau, puis on arrosait. Sur la rivière, le Richelieu? Non, sur une patinoire derrière la maison. Il y avait un étang. OK, un étang, d'accord. Et puis, donc, on avait une patinoire. Et puis, les petits voisins venaient patiner aussi. Puis bien, c'était bien plus amusant de jouer au hockey que de faire du patin. Or, moi, je suis la cinquième. Il y a un garçon, puis ensuite, il y a toutes des filles. Alors, on héritait de... L'équipement, puis des patins des filles. Alors, j'avais des patins de filles. Patins de filles, une rondelle sur les orteils quand on a un patin de filles. Oui, ça fait mal. Ouais. Alors que les garçons avaient des bons patins. Rembourrés. Rembourrés. Alors, j'ai dit, ben moi, je vais porter des patins de garçons. Alors, j'ai demandé pour Noël, ou je ne sais pas quoi, enfin, j'ai demandé d'avoir des patins de garçons. Et ma mère m'amène, donc... un magasin, et puis je lui dis, je veux des patins de hockey de garçon. Le gars regarde ma mère, puis il dit, êtes-vous sûre, madame? Et ma mère, qui ne savait pas trop la différence, parce qu'elle n'était pas sportive, elle dit, écoutez, donnez-lui ce qu'elle veut. OK. Alors, je suis partie avec mes patins de garçon. De gars, j'ai dormi avec mes patins. J'étais tellement contente. Ah, wow. Et quand je suis arrivée, j'étais donc 4 ans au couvent de Belleuil. Et couvent de Belleuil qui ressemble beaucoup au film, le fameux film La Passion d'Augustine. C'est un film merveilleux. C'est pas sorti cette année? Oh non, ça fait plusieurs années. Excellent. Okay. Et donc, je suis partie, j'étais là 4 ans. Et ensuite, je suis allée à Montréal parce que mon père avait une sœur qui était religieuse au couvent du Sacré-Cœur. Là, c'est au coin d'Atwater puis Côte-des-Neiges, là, à Westmount. Wow, les petites Pas filles. La même clientèle. Pas du tout. Et donc, on arrive sur la patinoire de l'école, et moi avec mes patins noirs, et puis mon bâton de hockey, et puis les petites filles en patins blancs avec leur tutu. La petite jupette. La jupette tout. Et bien, un mois après, tout le monde jouait au hockey. Tu avais parti le bal. J'avais pas à le partir, ça s'impose. Je te le dis, c'est ça la souveraineté. Et c'est ça de vivre qui on est, d'être vrai avec qui on est et ce que ça nous dit. Ça s'impose. Ça s'impose. C'est tout puissant. Et je n'ai pas essayé de les convaincre, moi, je me suis amusée, ma rondelle, mon hockey, puis tout ça. Bien là, ils ont commencé à trouver ça amusant. Ben oui. Ils sont achetés de hockey. Ils n'ont pas changé de patin, mais ils ont continué d'avoir mal quand la rondelle arrivait sur leur patin. Mais ils sont amusés, puis tout le monde jouait au hockey. Écoute, aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'on vous aurait probablement tous affirmé dans votre nouvelle identité de genre pour vous intéresser au hockey. On est rendu vraiment... c'est un gars. Est-ce que tu te questionnes sur ton genre? Mais j'aimerais ça qu'on parle de comment ça s'est mis en place, parce que il y a plus de 100 ans, la médecine qui existait était beaucoup plus... c'était des remèdes, c'était la nature, on était beaucoup plus connectés à la nature. Puis là, la nouvelle médecine moderne, tellement bien pensante, s'est mise en place, puis c'est ce que tu dénonces dans ton livre, puis c'est ce qu'on voit de plus en plus. Puis c'est devenu une industrie, finalement, de la maladie, où c'est vraiment bien lucratif d'être malade, puis donc on essaie de maintenir les gens vivants, mais pas trop en santé pour qu'on puisse faire des profits. Il me semble que ça, c'est pas dur à comprendre. Là, c'est un plan d'affaires. Là. C'est des compagnies, c'est pas du complotisme. C'est pas dur à comprendre, mais il y a des gens qui n'en ont pas de nom, ils sont extraordinaires, sont altruistes, puis ils ne veulent que notre bien. Mais comment ça s'est mis en place? Tu parles du Flexner Report dans ton livre, puis c'est vraiment drôle, la synchronicité, parce que j'en parlais avec un invité que je vais avoir bientôt, où on va parler des Rockefeller. Philippe Langlois, pour tous ceux qui le connaissent. Puis il me parlait du Flexner Report, j'avais jamais entendu parler, puis là, je raccroche avec lui, je commence à préparer notre entrevue, j'ouvre, puis c'est directement ça. Je me dis, mais c'est bien drôle. Puis pour moi, c'est super important qu'on sache, puis je pense qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui ont entendu parler du Flexner Report. Peux-tu nous dire ce que c'est? Bien, c'était en 1910, si ma mémoire est bonne. Hein? Bien, c'est les Rockefeller qui ont mis la main sur la médecine et qui ont fait passer donc la médecine à cette époque-là. Alors, c'était un art.
Et c'était un art. Et aux États-Unis, mais en France, la même chose. Et moi, j'ai connu les deux. J'ai fait mon cours de médecine de 62 à 67. Donc, c'était un art. J'ai connu l'art, puis j'ai connu le début de la science, qu'on appelle la science, qui finalement... Du dogme. Le dogme, mais c'est plus qu'un dogme, c'est un business. C'est un business. Donc, les écoles américaines, il y avait 4500 écoles à cette époque-là, si ma mémoire est bonne, et ils ont commencé à dire il faut des critères scientifiques pour que vous ayez le droit de livrer un permis. Parce qu'il faut comprendre que c'est le collège, le niveau American Medical Association, qui est très puissant, qui correspond ça correspondrait en gros ici au collège. C'est eux qui font les lois puis qui contrôlent. Alors, si tu veux avoir un droit de pratique, il faut que tu sois reconnu par une école. Alors, ils ont dit aux écoles, si vous voulez être reconnu, il faut que vous ayez telle chose. Donc, ils les ont fait s'équiper complètement, ce qui coûtait déjà une fortune en soi, et qui amenait la médecine sur un plan tout à fait déshumain, déshumaniser la médecine. Et ils sont passés de 4500 à 500 écoles reconnues. Donc, c'est devenu hyper niché. Ah oui, et c'était, évidemment, à cette époque-là, il n'y avait pas de... Les femmes ont été interdites. Avant, tu dirais qu'il y avait plus de femmes qui pratiquaient la médecine? Je ne peux pas te le dire, parce que on parle toujours. Les femmes, de nature, les femmes... Étaient déjà plus dans les foyers à cette époque-là? Bien, dans les foyers, mais par nature. Je sais que les femmes en école de médecine, une fois que ça s'est passé, tu ne rentrais plus. Juste parce que c'était une femme? Ah oui, c'était interdit aux femmes. Ah, carrément, OK. Ah oui, c'était interdit aux femmes. Ça a pris des années avant qu'il y ait des femmes qui se battent et qui puissent rentrer en médecine. Et moi, là, on était 10 dans ma classe. 10 femmes sur 125. Wow. Puis, écoute, là, je te parle de 1962, là, je suis pas... Oui, c'est ça, on n'est pas en 1910. Non. Alors, c'est quelque chose. Et mon père était pharmacien. Et donc, il recevait une revue régulièrement, ça rentrait chez nous, Médecine de France. OK. Médecine de France, c'était une revue où il y avait de tout. Il y avait des arts, c'était une revue d'art. Alors que maintenant, c'est strictement des articles, puis des annonces pharmaceutiques, et c'est tout récupéré. Alors, ça a été la mainmise de l'argent, carrément, sur la médecine. Ça a commencé aux États-Unis, c'est venu au Canada. Je l'ai vu, moi, parce que quand j'ai commencé mon cours avec des médecins formés en France, quand on allait, à cette époque-là, on allait se spécialiser en France. Ah oui, OK. Et puis la deuxième partie de mon cours de médecine, les professeurs qui nous enseignaient allaient se spécialiser aux États-Unis. OK. Alors, ça a été... Puis c'est ce qu'on a vécu ici. Je reviens au référendum qu'il y avait. Les chanteurs, les chanteuses, tous les artistes étaient très impliqués. Maintenant, ils sont tous impliqués. Ils vendent des chansons en anglais. Ils chantent en anglais. Et puis, ils font de la publicité pour les grosses sociétés. Alors, c'est de la récupération complète de l'argent qui contrôle. Avec l'argent, on arrive à contrôler. Et là, c'est intéressant. Comment est-ce qu'on est contrôlable? Avec des leviers comme la peur et la culpabilité? C'est pas là que tu t'en allais? Avec l'argent. Ah, c'est sûr, oui. On donne priorité à notre avoir sur notre être. On est achetable. Et quand on est achetable, on est tout achetable, que ce soit avec des carottes, le pouvoir, l'argent, le prestige, une suffit, ça fait le boulot. Il y en a qui en ont 3, mais déjà une. Ou bien, si tu rentres pas dans le système, tu te prends les coups de bâton, mais tu te fais acheter aussi par la peur, et là oui, la peur des coups de bâton. La peur des coups de bâton. La culpabilité, c'est venu avec l'écologie. Le mouvement écologiste, et ça aussi,
il y a un nom qui est peut-être pas très connu, Maurice Strong, qui est le maître d'œuvre du mouvement écologique. Ah oui? Ah oui, Maurice Strong, qui est un... Strong comme fort, là? Oui, OK, oui. OK. Qui est un gars qui vient de l'Alberta, si ma mémoire est bonne, c'est un Canadien, OK. qui est mort il y a 5-6 ans à peu près. On dit de lui que c'est un croisement de Rasputin et de Machiavel. Ah, OK. Et ça te donne une idée. OK. qui a On l'aurait été voulu comme ami. le maître d'œuvre du mouvement environnementaliste, du Maurice mouvement Strong. environnement, toute l'histoire du CO2, tout le mensonge de ça, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est avec ça qu'on nous charge une taxe carbone sur tout le reste, et qu'on nous évalue au crédit social. Oui, c'est bon, c'est qu'on s'en va. C'est tout monté de main de maître. Oui, c'est vraiment de main de maître. Ils ont plusieurs années d'expérience. Puis ça se passe à un autre niveau, au niveau invisible. Oui, à un niveau invisible. Donc, tu serais d'accord à dire qu'on est dans une guerre spirituelle? Oui, absolument. Ouais. Et la réponse, le vrai pouvoir, il est spirituel. Oui. Et donc, tant qu'on reste dans la matière, qu'on arrive à nous garder, à donner priorité à notre matière sur notre esprit, à notre avoir sur notre être, et tant qu'on arrive à nous garder là-dedans, on est contrôlable. Est-ce que tu penses, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des moments où on n'était pas sous cette emprise-là? Non. La question que je pose... Est-ce que c'est possible? Ouais. La question que je pose toujours, c'est, 1% domine puis exploite 99%. Bon, ça, oui, hein, d'accord. Ouais. Est-ce nouveau qu'une minorité domine et exploite la majorité? Non, ça a toujours été. Alors, nous sommes rendus à un moment crucial de l'humanité. Ou bien on est une espèce en voie de disparition, ou bien on passe à une espèce en voie de réapparition. Tu penses que l'enjeu, il est là? On fait face à notre propre extinction? Ah, bien écoute, des robots, on est en train de se faire robotiser. Oui. Le transhumanisme, c'est la fin de l'humanité. Mais c'est la fin de l'humanité. Ouais. C'est des robots branchés sur l'intelligence artificielle. Complètement déconnectés de leur spiritualité puis du divin. Déconnectés, oui, de qui on est, de notre être, de notre âme. L'âme étant l'esprit individualisé, individualisé puis incarné. Alors, oui, le côté spirituel éliminé. Alors, j'ai apporté ma fleur. Elle voyage avec moi, ma fleur. Elle a son petit bagage. Pour qu'on n'oublie pas que nous sommes, l'être humain est constitué de 2 éléments. L'esprit qu'on ne voit pas et la matière que l'on voit. La grande question, lequel a priorité? Priorité étant qui passe avant, l'antériorité. Les racines, ça passe avant le feuillage. Et ce qu'on veut faire, c'est nous couper de nos racines, puis dire, regarde, on va vous faire un beau feuillage artificiel, ça va être beau. Votre bras fait mal, c'est pas grave, on va vous en mettre un autre. Alors, c'est l'enjeu actuel. Puis tout est là. Hein. Pour moi, c'est vraiment... On est comme tu le décris, je pense assez bien, on est à une croisée des chemins où il y a peut-être aussi une partie de l'humanité qui va choisir d'aller vers le transhumanisme puis qui est appelée à s'éteindre. Et qui vont quitter. Oui, ils ne pourront pas rester parce que la conscience va être trop élevée. Pardon de ça, parce que je pourrais te parler, je suis d'accord avec toi, puis c'est quelque chose que j'ai abordé quelques fois. J'essaie de ne pas toucher trop à la spiritualité parce que je pense qu'au Québec, les gens se braquent, puis j'essaie de rester très factuelle dans mes... Mais j'aime ça avoir des invités qui le disent, ce que je pense qu'ils l'articulent à ma place. Mais moi, je pense qu'on est en train de vivre un changement de vibratoire. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui prennent conscience de ce que tu dis, parce que ça devient dur de ne pas le voir. Parce que c'est comme si les voiles tombent, les voiles d'illusion. Oui. Comment tu perçois ça? Penses-tu qu'il va y avoir comme juste une humanité qui va être amenée à vivre dans la joie et l'allégresse, où les deux vont cohabiter? Comment tu penses que ça va se faire? C'est vibratoire, hein? Tout est vibratoire. Ouais. Et donc, le tri va se faire automatiquement par le niveau vibratoire intérieur des gens.
Et c'est tout. Puis on l'a vu pendant la peur d'Émile, parce que c'est une épidémie de peur. La peur d'Émile. Oui, c'est rien d'autre qu'une épidémie de peur. On l'a vu, la séparation s'est faite dans les familles, dans les couples, dans les... Ouais. Et très fortement, très fortement. Et c'est ça. Mais ça a été souffrant aussi. Et bien, c'est souffrant parce que des couples, quand tu vois que ton mari ou ta femme il va se faire va se faire injecter et puis et que toi tu sais que c'est pas vrai, que c'est le mensonge versus la vérité. Ouais. Et c'est assez incompatible. C'est incompatible. Ouais. Et donc, ça déchire. C'est déchirant. C'est très déchirant. Et ça va se faire. Ça va se faire. Parce que plus on avance en conscience, et c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui se réveillent. On est créatrice de la pandémie. Hein. Faut pas oublier, là. Il n'y a personne qui crée ça. C'est pas des méchants, là, puis les gouvernements, là. Non, les gouvernements, ils obéissent. Tout le monde obéit, hein, en 24 heures. Là, qui l'a créé, tu veux dire qu'on co-crée au niveau quantique, c'est ça que tu veux dire? Nous créons ce qui nous arrive. Oui. Ça, c'est important. Sinon, je suis victime. Victime, c'est le vieux monde. OK? C'est le vieux monde. Nous sommes créatrices. Je suis déesse créatrice de l'univers. Le Dieu en haut, là, n'est pas vrai. C'est pas un vrai Dieu. C'est un Dieu qu'on nous a auquel on nous a fait croire, justement inaccessible, pour nous contrôler, avec toute la hiérarchie qui en découle. Hein. Okay. C'est la division, en fait. Quand tu dis Dieu en haut, tu nies pas l'existence de Dieu, tu nies l'existence qui est séparée de nous. C'est ça que tu veux dire? Je ne nie pas l'existence de l'esprit créateur de l'univers. Mais il n'est pas en haut, il est à l'intérieur de tout, à l'intérieur du verre, à l'intérieur de la table. La table, c'est pas. Tu parles comme Yoda. C'est vraiment une réplique de Yoda. Et dans le fond, c'est la force qui est partout. C'est tout. Mais il n'y a que ça. Même pas qui régit tout. C'est tout. Ouais. Est ça. Alors, donc, c'est les religions, parce qu'il y a deux autorités. Il y a un mot que j'ai vu l'autre jour, je m'en souviens plus, mais ça va me revenir, je te le dirai tout à l'heure. Mais les religions puis le gouvernement, c'est pareil. Ça se tient la main. Gouvernement puis religion, c'est pareil. Il y en a un qui s'occupe la religion puis toutes les spiritualités là, qu'on a à ce moment-ci, incroyable. Le New Age aussi en fait partie. New Age et compagnie, là, toutes les spiritualités en ce moment sont récupérées. Ici, donc, la spiritualité, on va dire, la spiritualité s'occupe de notre âme. Et le gouvernement s'occupe de notre corps. Alors, ça c'est notre âme, ça, c'est notre corps. Oui, le gouvernement nous disait, on a le droit de choisir qu'est-ce que vous injectez dans votre corps. Donc, c'est comme si notre corps ne nous appartenait même plus. Il ne nous appartient pas, il leur appartient. Oui. Bien, dans cette le droit maritime, le numéro qu'on a, puis c'est pour ça j'ai fait une plaque. Ça, il faut qu'on en parle de ça. Peux-tu nous expliquer, parce que je pense que là, tu tombes dans une plate-bande où les gens sont vraiment pas informés. C'est quoi, comment ça que notre corps nous appartient pas? Eh bien, notre corps, il y a deux, je ne sais pas ton nom de famille, mais en tout cas, mon nom de famille? Héloïse Bois. Bois. OK. Héloïse Bois. Il y a deux Héloïse Bois. Il y en a une qui est en chair et en os. Ici, là. Qui est un bébé qui est venu au monde il y a quelques années. OK? Quand il est venu au monde, ta mère a signé un papier avec le docteur, comme quoi il y avait un nouveau bébé qui était arrivé. Ça a été envoyé au gouvernement. Le certificat de naissance, finalement. C'est ça? Non. Non. Ça, c'est l'acte de naissance. Ah oui, OK. Cet acte de naissance a été envoyé au gouvernement qui, lui, a créé une Héloïse Bois. Bois, c'est bien Bois. Bois, oui. OK, Héloïse Bois. Héloïse Bois, le certificat de naissance. Ça, c'est une corporation qui appartient au gouvernement et que tu penses qui est toi.
si tu regardes, et tout en lettres majuscules, si tu regardes ton certificat de naissance, tout en lettres majuscules, ton permis de conduire, la maison, la voiture, tout ce qui t'appartient est au nom de Héloïse Bois en lettres majuscules, droit maritime. Donc, quand c'est écrit en lettres majuscules, ça signifie une appartenance, une possession. De l'État. De l'État. Oui. Alors, c'est un code, là, c'est un fait. Ah là. non, mais c'est ça. C'est ça. Ah, OK. Alors, c'est très Fait intéressant. que je suis une possession de l'État. Donc, ça leur donne tous les droits? Tout est bien. C'est comme ça qu'ils peuvent les saisir. Tout est bien appartiennent à l'État. Tout est bien qui sont enregistrés sous ce nom-là appartiennent à l'État, y compris tes enfants. Alors, c'est comme ça qu'ils peuvent les prendre, c'est comme ça qu'ils peuvent s'arroger le droit de prendre les enfants, de les enlever au nom de la DPJ ou je sais pas quoi. Oui, du plus grand bien ou peu importe. Oui. OK, mais là, toi, dans le fond, t'es une des personnes à qui je pense qu'il a le plus quitté la matrice. T'as comme vraiment fait des choix de quitter ces systèmes de contrôle-là. Moi, je suis sortie de la citoyenneté. Bon, comment on fait ça? On en sort. Aussi simple que ça. Alors, c'est important parce qu'on est attaché. On est attaché parce que les gens veulent sortir du droit maritime, mais ils veulent rester dans le droit commun. Il y a deux systèmes de loi, le common law et le droit maritime. Pourquoi on l'appelle maritime? Excuse-moi de faire une parenthèse. Ah, c'est parce que l'histoire... Oui, tu vas sur Internet, ils vont tout mais il n'y a pas un lien direct avec la mer, là. Oui, bon, c'est le droit de la mer, puis l'autre, c'est le droit de la terre. C'est pour ça le mot... OK, fait que ça vient du mot... Oui, le common law, c'est le droit de la terre qui était beaucoup plus permissif. Entre autres, tu n'appartiens pas à l'État, et en plus de ça, tu n'as pas à payer l'impôt. Ça, c'est de la matrice ultime, payer des impôts. C'est optionnel. Tu as le choix. Alors qu'ici, tu n'as pas le choix. Non seulement tu n'as pas le choix, tu te fais ramasser. Tu te fais ramasser bien comme il faut. Comme il faut. Oui. Et tout ce que tu gagnes appartient à l'État, donc ils peuvent le saisir. OK? Donc, on a, de ce côté, dans le droit commun, il y a des droits et des devoirs, dont le droit de voter. Oui. C'est cute, hein? C'est beau, oui. Il est temps qu'on arrête ça, non? Mais en tout cas, ça fait partie de mes grandes épiphanies des dernières années. Oui, le droit de voter et les droits et les devoirs. Hein? Et tu as toujours les deux. De l'autre côté, on a des avantages, ils appellent ça des obligations, des privilèges. Des privilèges oh mon Dieu, wow. Et des obligations. Alors, les gens, en général, veulent faire sauter le droit maritime et garder le droit commun. C'est pour ça que c'est très à la mode. Le droit commun, il s'appelle des citoyens souverains. Non, un citoyen, c'est un esclave. Tu ne peux pas être citoyen souverain. Donc, il faut que tu abandonnes toutes. Tous les deux. OK, mais... Ils sont pas venus te chercher, je comprends pas comment ils sont pas venus te demander des impôts ou comment tu fais pour payer ton essence, tu sais, j'ai plein de questions. Oui, non, mais ça, on pourrait passer oui, mais tu sais, mettons un topo parce que c'est tellement abstrait. Alors, je vais juste te dire concrètement ce qui s'est passé. Moi, quand j'ai appris que 100% de nos impôts, 100%, va directement dans les poches payer des banquiers mondiaux. Non, carrément les banquiers mondiaux. Oui. Le reste... Qui est fait pour faire tout le reste, là, c'est des taxes. Les taxes de vente. Les impôts vont 100% dans les poches, directement dans les poches des banquiers mondiaux, à payer les intérêts d'une dette qui n'existe pas. Ah, mon Dieu, le ridicule. Alors, quand j'ai entendu ça, moi, en dedans, ma conscience, elle me parle. Tu sais, mon âme et conscience, elle m'a dit tout de suite, t'arrêtes ça. Alors, j'ai arrêté de produire. Là, on parle de 95. 1995. C'est à ce moment-là que tu as choisi. Mais ça en est passé des choses pour toi en 94, 95? Ah, ma vie mais quand j'ai découvert qui j'étais, que j'étais dièse. Je ne l'appelais pas dièse à ce moment-là, je l'appelais le Dieu, divin, le Dieu. Je l'appelais ça. Puis là, je me suis dit, mais si je suis divine, parce que l'autorité suprême était à l'intérieur, il
faut que je change mon comportement. Je peux plus me comporter en esclave comme je faisais auparavant. Une fois que la conscience est là, tu peux plus. Eh bien, je peux plus. Alors, aussitôt que c'est arrivé, le premier qui est arrivé, c'était le renouvellement d'assurance maladie, de la carte d'assurance maladie. J'ai dit, est-ce que Dieu a une carte d'assurance maladie? Je pense pas. Moi non plus. Je suis partie à rire. J'ai arrêté. Alors, c'est comme ça que progressivement, j'ai arrêté de recevoir de l'État, de prendre de l'État les avantages, les privilèges, qui s'appellent des privilèges. Hein? C'est un privilège. Le privilège d'être sur une liste d'attente pendant 2000 ans pour avoir un médecin de famille. Absolument. Bon, alors, donc, c'est comme ça que j'y suis arrivée. Et j'ai donc arrêté de produire. Et là... Produire tes déclarations d'impôts. Produire des déclarations. J'ai dit, moi, je ne collabore pas à ça. C'est non. Et donc, j'ai déménagé entre-temps. Ils m'ont peut-être perdu, puis à un moment donné, ils m'ont retrouvé. Bon. Et ils m'ont demandé de produire. Et OK, ils te l'ont demandé, tu as eu un avis. Oui, là, ça a commencé, ça a duré. J'ai écrit un livre là-dessus, Madame Guy, Évasion en prison. Ah oui, OK, c'est ça. C'est à ce sujet-là. Okay. Oui. Et donc, ils m'ont demandé de produire. Et non, je n'ai pas produit. Et ça a été toute une saga. Oui? Oui. Sur combien d'années? C'est de 6 à 8. Jusqu'à la menace de la prison. Parce que... T'en as pas fait de la prison? Ben oui. C'est ça. Moi, je peux en vendre. C'est pas... Elle est allée en prison. Oui. Alors, je suis allée en prison. J'ai fait... parce que je ne me présentais pas. Parce que la première fois, je me suis présentée. J'ai demandé au juge, monsieur le juge, de qui s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de la personne légale, maritime, ou de la personne réelle en chair et en os? À qui s'adresse cette lettre-là? Le juge a dit la date, puis il bouscule, OK, puis il répond pas. Alors j'ai dit, écoutez, si vous ne me répondez pas, je prends pour acquis qu'il s'agit de la personne du droit maritime. Ça n'est pas moi, je ne me présenterai pas. Wow. Et je ne me suis jamais Tu t'es battue avec présentée. leurs armes. Bien, c'était pas des armes, c'était... Je savais. Ouais. Oui, je savais. Entre les deux, quelques années, j'avais suivi un cours et j'avais appris ça. Alors, donc, c'est elle qui doit payer l'impôt. Elle n'existe pas vraiment, finalement. Mais alors, je me suis jamais présentée. Bon, alors, ils sont venus me chercher chez moi. Ils m'ont emmené... Ben oui, ils m'ont emmené... Mais de la police qui est venue te chercher ou c'était des gens qui travaillent pour le gouvernement? RCMP. Les RCMP, mais c'est tellement... Oui, non, c'est sérieux. Payé avec mon argent, il y a quelqu'un qui est allé t'arrêter. Ah oui, absolument. Tu sais, le ridicule. Attends, les menottes... Pendant ce temps-là, il y a des... Avec des menottes, puis les pedotes. Non, j'appelle pas ça vrai. les pedotes. T'avais la les fers totale. aux pieds. Oui. Puis parce que je là, c'est savais dangereux. qu'ils font ça, c'est de l'intimidation. Ouais. Faut pas oublier, c'est seulement du chantage. C'est tout du chantage. Puis si tu chantes pas, ils n'ont aucun pouvoir. Non, il n'y a aucune emprise. Puis ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir autre que celui qu'on leur confère. Fait que là, tu as quand même été faire un petit tour en cellule. Alors, il m'a dit, le juge, écoutez, entre-temps, il fixe une date pour le procès, et puis il dit, bien, entre-temps, comme vous ne vous présentez pas, il me libérait. Ah oui, en principe, il libère sous condition. Oui. Hein? Alors, à condition que tu ne quittes pas le pays, que tu déménages pas, que je sais pas quoi. Mais il fallait que je signe. Si je signais ça, j'acceptais que j'étais la personne du droit maritime. Alors, j'ai refusé de ça. Ben, il dit, ben, si vous refusez de signer, on est obligé de vous garder en prison pour être sûr que vous allez vous présenter au procès. Alors, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai dit, bien, c'est pas fait, je ne signerai pas. Il avait sûrement jamais vu quelqu'un d'aussi têtu dans sa vie. Bien, c'est pas têtu. Non, mais lui, il devait l'interpréter comme ça. Je suis d'accord que c'est pas têtu. Je vais dire une chose, c'est le même juge qui était là quand je suis revenue de prison. Quand on rentre dans la salle comme prisonnière, on rentre par une porte de côté. Quand on vient, sinon, on est dans l'assistance, puis on se présente. Et quand il m'a vu rentrer par la porte de côté avec les pedotes et les menottes, j'ai vu son visage décomposé. Il ne pensait jamais que je le ferais. Alors... Puis penses-tu qu'il y a eu un peu ta sympathie à ce moment-là? Ou? Je ne peux pas te dire, ouais. Mais il y a eu l'étonnement. Et là, j'avais...
Je lui ai demandé tout de suite, j'ai dit, écoutez, je demande une remise. Une remise parce qu'il y avait un procès. Il y avait un gars dans l'Ouest qui défendait une cause, qui écrivait un mémoire. J'ai dit, je vais avoir besoin de ce mémoire-là. Ah, donc un report de la date, c'est ça? Une remise du procès, oui. OK. La date du procès. OK. Alors, et je demande cette remise sans condition. Puis j'ai dit, quand j'ai dit que je ne viendrais pas, je ne suis pas venue. Et je vous dis que je vais venir, ma parole est en or. Et il l'a fait. Ah ouais, quand même. Oui, Okay. une remise sans condition. Alors là, là, je suis sortie, puis quand je suis venue au procès quelques mois plus tard, j'étais là, puis je me suis présentée. Puis tu avais le document que tu voulais, que tu attendais pour te présenter. Mais non, mais moi, je savais que... Moi, je me suis jamais défendue, j'ai jamais joué ce jeu-là. Alors, ça, je vais te dire, parce que on peut jouer le droit maritime, on peut jouer le droit commun. Ouais. Moi, je ne jouais pas. Et mon ami, justement, de l'Ouest, il m'a dit, parce que la fin, je vais juste finir le procès, quand je me suis présentée au procès, le juge m'a dit, moi, madame, je commence à dire toujours la même phrase, je suis un être souverain, avec un corps, une âme et un esprit. Vous n'avez pas juridiction sur moi. Je n'ai jamais donné juridiction sur moi. Et donc, j'ai commencé ça. Il ne m'a même pas laissé me finir ma phrase. Ouais. Il m'a dit, moi, madame, je suis ici pour juger Guylaine Anctot. Et puis, j'ai pris mon manteau puis je suis sortie. Il ne m'a pas dit, sortez, là, mais c'était ça, dégage. Et l'après-midi, il a jugé Anctot Guylaine, qui n'est pas moi. Hein, c'est toujours le nom de famille en premier pour le droit maritime. Il a jugé Anctot Guylaine et il lui a donné, comme punition, 1 000 $ payables sur 2 ans. Alors que j'avais été condamnée, une autre fois où je n'étais pas là, il m'avait condamnée à 7 000 $ et l'obligation de produire 7 000 $, parce que 1 000 $ par année de non-production. OK. C'est le cumulatif de C'était cumulatif. Ah, ouais, OK. Et ordonnance de produire. Et là, il n'y avait pas d'ordonnance de produire. Il a complètement changé son jugement. Il a arrêté. On arrête. C'est parce que tu ne peux rien faire avec du monde comme ça. Puis c'est ça qu'on est. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Wow, mais j'admire vraiment ta force de caractère. Et quand j'ai dit ça à mon ami de l'Ouest, il m'a dit « You won ». T'as gagné. Non, tu t'es pas battu. J'ai pas gagné, j'ai pas joué. Alors, tout ce temps-là, j'ai fait ni ce droit-là, ni ce droit-là. J'ai écouté mon âme. C'est vraiment J'ai juste suivi à la lettre ce que mon âme me disait. Et c'est tout. Et c'est ça la réponse. Écoutez son âme. L'âme, elle est toute puissante, c'est dièse. On est toute puissante. Ce qu'on a mis, le bon Dieu qu'on nous a dit, qui est tout puissant au ciel. Non. C'est comme si ça implique quand même un saut dans le vide d'avoir cette confiance absolue qu'on va être rattrapé coûte que coûte. Mais tu sais, on nous a tellement amenés à douter de ça, puis de un conditionnement extrêmement fort. Tu sais, je viens de donner une conférence sur la matrice, comment décoder la matrice, le film, mais c'est sûr, je fais des parallèles avec le réel. Puis tu sais, pour moi, t'es la personne que je rencontre qui a le plus fui la matrice, qui a réussi à sortir de la matrice. Puis je trouve ça vraiment impressionnant que tu aies réussi parce que ça donne le ton que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Ouais. Tout le monde peut le faire. Donc, quand je suis sortie de prison, là, je me suis dit... Tu as été combien de temps en prison? 2 mois. Quand même! Oui, 2 mois. C'est une expérience. Hein? Puis je dis à tout le monde, ne vendons pas notre âme pour pas aller en prison. Il ne faut pas faire ça. C'était pas si pire que ça, c'est ça? Ben non, c'est pas la fin du monde, voyons donc. Ça m'impressionne. Mais non. Wow! Alors, t'as-tu bien mangé? Oui, on mange 3 repas par jour. Bon, les lits ne sont pas plus confortables. Non. Mais moi, là, c'était la vieille prison, je pense qu'ils l'ont démolie. Ouais. Oui, je sais pas où c'est maintenant. Moi, c'était juste qu'il y avait des souris. Il y en a une la nuit qui hurlait parce qu'il y avait une souris. Puis on est enfermé, hein, on ne peut pas sortir. Ouais. Bon. C'est une expérience, on ne court pas après. Mais si elle se présente, on ne vend pas son âme pour ça. Non, il ne faut pas vendre son âme pour pas aller en prison. Wow. Pas du tout. J'avais aussi... dans les 3 bâtons. Il y a 3 bâtons. Hein. Le premier bâton, c'est l'exclusion.
L'exclusion, là, c'est de perdre ses amis, de se faire ridiculiser, de perdre sa réputation. Sa réputation, mais se faire exclure surtout. Exclure. Tu sais, le mouton noir de la famille. Bon, ça, c'est le premier. Ça fait 95% du boulot. Ça, là, il faut arrêter ça. Ça, tout le monde peut arrêter ça tout de suite. C'est fini. Que je sois critiquée, c'est pas vrai. Quand la personne critique, elle parle d'elle. N'oubliez pas ça, OK? Alors, pas de critique. Si je suis différente, d'être fière d'être différente. Ah oui, les moutons noirs, j'ai vu ça à un moment donné, là, c'était comme honteux d'être la différence. La différence, et puis d'être, comment on dit... rebelle? Oui, rebelle, mais comment ils appellent? Là? Marginal. Complotiste. C'était honteux d'être étiqueté complotiste. Ouais. Soyons fiers. Soyons fiers d'être différentes et vivons notre différence. Déjà à ce niveau-là. Le deuxième niveau, donc, de l'exclusion, après l'exclusion, c'est la dépossession. Ça, je savais ça aussi. J'ai rien à mon nom. C'est ça, c'est que là, tu peux pas être propriétaire. Rien. Non. Il y a d'autres. Est-ce qu'on a besoin de... On est créatrice. Moi, ça me fait capoter. C'est tellement loin de comment que ça marche. Sans limite, ce qu'on peut faire, on est illimité, créatrice, innovatrice. Wow, faisons-nous confiance. Faisons-nous confiance, c'est que la grâce intervient toujours quand il faut. Elle nous l'amène, la solution. Ça, c'est le deuxième niveau. Ça, je savais aussi. Donc, j'étais totalement dépossédée. Je me suis totalement dépossédée. Et il restait le troisième niveau, qui est la prison ou la mort. Bon, la mort, j'avais déjà fait face, ça ne me dérangeait pas. J'étais prête. Puis la prison, puis j'ai dit, bien, je vais y aller. Je ne vends pas mon âme. C'est pas à vendre. Il n'y a pas de prix pour me faire acheter, pour me faire vendre mon âme. Et c'est ça, la toute-puissance. C'est ça, la toute-puissance. Puis depuis ce temps, ils t'ont pu achaler? Non. Incroyable. Fait que ça veut dire, mettons, depuis combien de temps là, que tu vis une vie hors système? Ça a été fait hors système depuis 1995, mais progressivement, au fur et à mesure. Mais le jugement, le dernier, ça a été janvier 2009. OK, c'est un long processus. 2009, oui. OK. Mais quand je suis sortie de prison, c'est ça que j'avais commencé à dire tout à l'heure, quand je suis sortie de prison en 2008, je me suis dit, bon, elle, là, j'avais tout arrêté, les privilèges qui venaient avec. Hein, mais je me suis dit, je veux qu'elle aussi, il faut qu'elle aussi parte, c'est ça. Tout le monde veut se débarrasser de cela, mais ils sont pris ensemble, c'est des siamoises. Quand tu viens au monde, elle naît. Là, tu parles du droit maritime, du droit commun. Du droit maritime commun. Donc, elle, la fausse, là, la corporation Langto-Guilaine, elle est venue au monde tout de suite après que la vraie, Anna, soit venue au monde. Puis j'ai dit, mais comment on peut la faire partir, elle? On ne peut pas la faire partir. Elle part seulement quand l'autre meurt. Avec un acte de décès. Avec un acte de décès. Je me suis fait... Non. Non. Je me suis fait un acte de décès. Je ne me suis pas fait un acte de décès, mais je me suis fait, un acte de décès qui symbolique. Mais oui, je l'ai écrit, puis je l'ai envoyé. C'est-tu sérieux? Oui, je l'ai envoyé. Ça a failli passer dans un journal. Mais très amusant. Et c'est pleurs sur le décès, l'impôt, puis pas quoi. Là, mais très amusant. Je me suis fait un avis de décès. Oui, je ne l'ai pas apporté, là, mais je l'ai, l'acte de décès. Puis tu l'as envoyé au gouvernement? Et je l'ai donné au procès. Je l'ai remis au procès, l'acte de décès. Non, je n'envoie pas au gouvernement. Il n'existait pas le gouvernement. Pas pour toi. Mais quand tu es allé en procès, tu l'as remis au juge. Je l'ai remis au juge. Et puis ma déclaration de personne souveraine. Oui. OK. Qui est dans ton livre, je pense. Oui. Ça, c'est dans... ça, c'est là que j'ai remis à ce procès. J'ai eu 2 procès dans ma vie. Le procès avec le Collège des médecins pour la mafia médicale. Et j'ai fait la déclaration du médecin libre. Oui, à la fin du livre. À la fin du livre. Et l'autre, c'était la déclaration de la personne souveraine que j'ai donnée au juge avec ton avis de décès. Avec mon avis de décès quand je suis allée en prison. Alors, j'ai fait le tour, puis j'ai pris conscience que
on ne peut pas se débarrasser. Il faut absolument qu'elle meure et qu'il y ait un certificat médical. Ah, c'est important. Ouais, qui constate le décès. C'est le docteur qui constate la naissance et c'est le docteur qui constate le décès qui fait que ça, c'est possible ou c'est pas possible. Donc, on est pris encore dans la mafia médicale. On est encore pris dans la mafia médicale avec la collaboration des médecins, absolument. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont instrumentalisés pour la plupart. Totalement inconscients. Et donc, j'ai dit, bon, ben, on va faire mourir les deux. Bon. Alors, j'ai fait mourir les deux. Je suis sortie des deux. Je suis sortie du droit maritime. Je suis sortie du droit commun. Je suis sortie de la citoyenneté. Tout court. Mais si tu veux voyager, c'est terminé. C'est fini. Voyager. Canada, c'est grand. Ouais. Mais effectivement, je ne passe pas les frontières. Je ne passe pas les frontières. C'est un choix à faire. Oui, qui n'est pas difficile pour moi, qui était pénalisant parce que je travaillais, je faisais des tournées en Europe. Ouais. C'était pénalisant, mais c'est pas ça. C'est pas ça qui est d'important. Mon âme n'est pas à vendre. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. C'est tout. Il n'y a rien que ça. J'ai vraiment beaucoup de respect pour ta démarche. Passer de l'intégrité pure et dure, comme on n'en voit pas souvent, malheureusement, dans la vie. Bien, attends. On l'a tout, ça. Oui, mais il y a une méchante gang qui l'ont oublié, là. Qui l'ont oublié. Puis c'est ça qu'on veut réveiller le 2 novembre. C'est ça, la souveraineté individuelle. C'est qui on est réellement. Et c'est pour ça que je l'appelle d'hier. C'est fini la séparation autorité-obéissance. Je suis les deux. Je suis l'autorité suprême et j'obéis à mon autorité suprême, en mon âme et conscience. C'est tellement simple. Ouais. Et je veux dire, là, ça a l'air épouvantable, ça a l'air compliqué, ça a l'air... Non! Ce qu'on vit là, c'est compliqué. Ouais. Ça, c'est compliqué, puis essayer de faire en sorte de ne pas se faire avoir, de passer à côté des lois, puis de ne pas trop se faire plumer, puis de... Non, ça, c'est le contrôle du futur. J'ai plus besoin de contrôle du futur. Donc, il n'y a plus de peur. Oui, il y a un genre de lâcher-prise total par rapport à tout ça. Total et la fin de la peur. Oui. Attendez, la fin de la peur, c'est là, aujourd'hui. Il y a beaucoup à digérer dans tout ce que tu dis. Puis en tout cas, j'ai confiance que ceux qui reçoivent ton message vont le digérer comme je le digère. On jase, puis je pourrais parler encore 1 heure, mais il y a un sujet qu'on ne peut pas passer à côté, c'est les vaccins. Non, mais puis on quitte la spiritualité pour se ramener, mais en fait, il y a quelque chose de spirituel aussi dans le fait que le gouvernement s'est donné l'autorisation de nous injecter un traitement expérimental à 90% de la population, pratiquement, au Canada. J'aimerais ça qu'on parle de ça parce que tu es une des femmes qui fait en sorte, comme je disais tantôt, qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens de ma génération qui n'ont pas reçu les vaccins parce que nos parents ont pris position. Tu parles d'autisme, tu parles bien sûr du sida dans ton livre parce que c'était vraiment le sujet de l'art dans les années 90. Mais mettons qu'on oublie un peu le sida. Pour moi, l'autisme, j'aimerais ça qu'on en parle. J'aimerais ça que tu nous parles de ce que tu penses en ce moment, en 2024, des vaccins. De ce qu'on appelle des vaccins? Bien sûr. De ces injections. De ces injections, bien oui, mais c'est... Qu'est-ce que tu penses de ça? Peux-tu nous dresser un topo? Y a-tu du bon là-dedans? Selon toi? Mais c'est mortel. C'est l'anéantissement. Mais ceux qui disent que ça a éliminé les épidémies, puis c'est depuis qu'on a les vaccins, que je sais que tu en parles dans ton livre, mais j'aimerais ça que tu répondes parce que c'est quelque chose qu'on entend vraiment souvent. Là, les pro-vax, c'est comme, arriver en ville, c'est grâce à ça qu'on vit dans un monde où il y a quasiment plus d'épidémies. Puis qu'est-ce que tu réponds? OK, il est quand même démontré que toutes les épidémies importantes étaient finies, étaient révolues quand les vaccins sont sortis. Donc, les vaccins n'ont rien fait du tout. C'est un mensonge énorme. Et Pasteur était un menteur, tricheur, voleur de la grande espèce. C'est connu. Il y avait à son époque, comment il s'appelle? Béchamp. On enregistre aujourd'hui devant public. Il y a du monde qui glisse les mots. Alors... Oui, merci. J'aime bien son nom, Béchamp. Et puis c'est dans le livre, là, c'était Pasteur ou Béchamp, 2 mondes. Alors il y en a un, Béchamp, qui a démontré, et son successeur important, très important, ça a été Gaston Nassens, ici au Québec, qui a continué et fait le tour de tout le cycle, que quand le système immunitaire s'affaiblit, nous portons dans notre sang
des somatides, que Béchamp appelait les je ne me souviens plus, là, mais OK, des petites particules qui peuvent se transformer. Le polymorphisme, et qui peuvent se transformer et en microbes, en bactéries, en levures, etc., pour aider le système à se rétablir la bonne santé. C'est des alliés, c'est pas des méchants. Quand on tombe malade, finalement, c'est ça que ça fait, c'est une sorte de nettoyage. Quand on tombe malade, c'est la deuxième. Alors, c'est intéressant, la maladie, là, on va tomber dans un autre, la biologie du docteur Amer, qui a été emprisonné, puis etc., maltraité. La biologie d'Amer qui démontre que quand on est malade, puis on a des symptômes, puis de la fièvre, puis tout ça, on est en phase de réparation. On n'est pas en phase de maladie, c'est la phase de réparation. Alors, c'est faux, mais faux. Mais tu sais, quelqu'un qui est en phase terminale du cancer te dirait qu'il ne se sent pas en phase de rétablissement? Non, parce qu'il a cru. Puis chaque cancer, c'est pas vrai, comment ils appellent ça, là, quand ça se promène, là, c'est des métastases, c'est pas vrai. Ben non. Regarde, là. Si j'ai, mettons, un cancer de l'utérus, par exemple, que ça fait des métastases. Si ça fait des métastases au poumon, bien, des métastases, ce qu'on nous dit, c'est que les cellules se promènent puis ils vont contaminer. Oui. Ben oui, mais il faudrait que ça soit des cellules d'utérus que je trouve dans le poumon. C'est faux, les métastases. Mais écoutez, puis, tout est faux. Alors là, on va revenir à bien plus grand que seulement la médecine. Oui. On est dans une illusion totale. On est dans un monde d'illusions. Puis là, je vous recommande de regarder Truman. Ou La Matrice aussi, qui est un bon... Oui, mais c'est vrai que le show Truman, c'est... J'ai pas vu La Matrice. Faut que tu vois ça. Bon. La Matrice, oui, Matrix. Oui, je l'ai vu. Oui, OK, oui. Je l'ai vu. On est dans il y a quelques années, oui. Mais dernièrement, j'avais vu Truman il y a plusieurs années. Je disais, oui, c'est le fun, mais là... On comprend autre chose quand on le réécoute. Wow! Et donc, Truman, c'est tout monté, on est là-dedans. Et ça commence à sortir. Ils appellent ça la similitude. La simulation, pardon. La théorie de la simulation. Mais c'est pas une théorie, c'est une réalité. La réalité de la simulation, oui. C'est ce dont on parlait dans ma conférence, justement. Oui, puis informatique. On est là-dedans. C'est ça, tout dans une espèce d'ordinateur quantique. Des gros informateurs, des gros ordinateurs. Bon, je commence à déparler. Des gros ordinateurs. Et tout se passe là. Oui. Et on nous nourrit de ça. On peut contrôler, ils sont rendus qu'ils peuvent contrôler les cerveaux à distance. Alors, quand tu le sais, bon, alors, on vit là-dedans. Oui. On vit là-dedans. Et quand on pense, par exemple, pour répondre à la question des vaccins, on a appris, c'était plugué dans le nuage, que les vaccins, c'est bon. C'est ça. Alors, puis que tu es un mauvais citoyen si tu ne vas pas chercher tes vaccins aussi. Ils ont toutes les réponses, ils prévoient tout, puis la culpabilité là-dedans, etc., etc. On est des jouets, carrément des jouets d'un jeu informatique millénaire. Ça fait très longtemps que ça dure. En tout cas, du moins, ça fait partie de l'illusion aussi qu'on pense que ça dure des millénaires, parce qu'il y a des gens qui pensent que de plus en plus que ça fait pas si longtemps que ça. Il y a tellement d'affaires. Il n'y a que le moment présent qui est vrai. Exact, il n'y a que le moment Vraiment. Puis, en fait, c'est ça en revient à la solution que j'avais à la fin de ma conférence, puis je pense que c'est ce que tu veux parler aussi le 2 novembre. C'est, on doit... Oui, c'est bien qu'on prenne conscience. La conscience, c'est super important. Mais je pense qu'on doit être dans l'action. On doit être dans intégrer les prises de conscience qu'on fait, puis vivre une vie d'exemple. De pas juste dire « ce serait vraiment cool si on était libre, mais je vais rester assis devant ma TV, écouter Netflix ce soir parce que ça me tente pas de participer au combat, finalement. » C'est ça. À participer à l'éveil, participer à intégrer les prises de conscience que je fais. Puis, pour moi, tu es un exemple de quelqu'un qui les a intégrées dès le début. Dans le fond, tu as une vie, selon ce que je comprends, une vie depuis toujours où tu as été dans une quête de vérité, puis dans une quête d'intégrité. Puis je trouve ça vraiment admirable que tu aies réussi à
à naviguer là-dedans jusqu'à ton âge régressif maintenant, vénérable. C'est vraiment impressionnant. Écoute, on pourrait se relancer dans une discussion, mais tu nous as déjà donné beaucoup de ton temps. C'est vraiment un honneur de t'avoir eu chez moi. Merci pour ton temps. Merci pour ta nourriture, pour la réflexion. C'est sûr que ça chamboule beaucoup de concepts qu'on a, mais j'espère que tout le monde va te recevoir avec une ouverture d'esprit puis se re-questionner un peu. Moi, en tout cas, ce qui m'est venu ce matin, c'est que la souveraineté individuelle, c'est la seule solution, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan temporel, sur le plan spirituel, et sur le plan matériel. Oui. Hein? Il faut les deux. Mm-hmm. Et de redonner la priorité aux racines sur le feuillage. Mais c'est né dans la grâce. Je t'ai raconté tout à l'heure les miracles. On appelle ça des miracles alors que c'est normal. C'est ça la normalité, mais en tout cas, que c'est né dans le miracle et ça va repartir dans le miracle, dans la grâce. Gardons ça en tête. La grâce, c'est l'esprit créateur de l'univers qui intervient à tout moment de façon la plus inimaginable qui soit. Alors, c'est pas... Si on regarde, on dit, écoute, on est fait, on est culte, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est un piège. Oui, encore là, ça va se faire. Et plus que ça peut se faire tout de suite. Et je pense aux Templiers. Les Templiers, j'ai eu une chose l'autre jour qui disait, les Templiers, ils ont dit que la bascule va se faire en 2053. J'ai dit, les menteurs. Comment peuvent-ils savoir que ça va se faire en 2053 quand c'est nous qui décidons? Alors, ça peut se faire très rapidement, tout de suite. Et la grâce, c'est là qui fait des miracles tout le temps. Ayons la foi en qui nous sommes. C'est très beau. Merci. Merci à toi.